Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau sujet, c'est les maladies pulmonaires. Et au début de cette conférence, je vais vous rappeler la structure normale anatomique et histologique des poumons, comment j'ai se faire sur les leçons. Les poumons, nous avons deux poumons. Le poumon gauche se compose de deux lobes et le poumon droit se compose de trois lobes. C'est le parenchyme des poumons est très aérien, très élastique. Et microscopiquement, quelle est la structure normale de l'parenchyme du poumon? Microscopiquement, la structure principale de le poumon sont les alvéoles, nombreux petits alvéoles. Il y a la lumière d'alvéoles et dans cette lumière, nous pouvons détecter nombreux macrophages alvéolaires qui jouent un rôle immunitaire. Et la paroi alvéolaire. La paroi alvéolaire se compose de tissus fibreux dans lesquels nous pouvons trouver ces tissus fibreux et les petits capillaires qui jouent un rôle respiratoire. Et sur la surface de cette paroi alvéolaire, nous pouvons détecter un petit pneumocyte type 1, de type 1. Ce sont les pneumocytes très minces et ces pneumocytes jouent un rôle pour la respiration normale et nous pouvons détecter le pneumocyte de type 2 qui produit des surfactants. Quelle est la classification de toutes les maladies pulmonaires? Les principales affections des voies aérifères et des poumons sont dues à l'infection et à l'inflammation. L'exposition à des agents environnementaux joue un rôle important dans le développement de ces maladies. Parmi ces agents citons le tabac et les poussières. Les maladies la plus agressive que nous allons décrire et nous discuterons plus tard, c'est le carcinome pulmonaire. Et une conséquence importante de toutes les maladies pulmonaires, c'est la mauvaise oxygénation du sang qui provoque une insuffisance respiratoire. Et premièrement, si je veux vous raconter les maladies infectieuses des poumons, c'est les pneumonies. La pneumonie est une infection inflammatoire avec condensation du poumon. Il existe deux ou trois modes d'évanouissement du poumon, c'est bronchopneumonie et pneumonie lobaire ou c'est la pneumonie creupeuse. La classification clinique qui se trouve ici sur cette diapositive est la plus utile pour décider des investigations à faire et pour orienter le traitement. La connaissance de circonstances dans lesquelles la maladie s'est développée permet de déterminer l'organisme responsable de l'infection. Le caractère pneumonique ou bronchopneumonique de l'affection apporte peu d'informations sur la cause de l'infection. Premièrement, principalement, nous avons deux grands groupes de toutes les pneumonies, c'est bronchopneumonie et pneumonie lobaire ou creupeuse, et la bronchopneumonie.
Dans la bronchopneumonie, les germes entreprennent les bronches, puis s'attendant dans les alvéoles qui sont comblés par un exudat inflammatoire aigu. Il s'installait une condensation du parenchyme, d'abord en flash, mais qui devient confluente si l'affection n'est pas traitée. L'affection est plus fréquente chez l'enfant et le violent chez qui elle est favorisée par la débilité et l'immobilité. Les patients qui sont rabataires présentant une rétention des sécrétions bronchiques, celles-ci se concentrant dans les parties déclivées du poumon et finissant par s'infecter. La bronchopneumonie apparaît plus fréquemment au niveau des lobes inférieurs. Macroscopiquement, les régions entreprises sont mal aérées, de consistance ferme et ont une couleur rouge sombre ou grise. Les bronches périphériques peuvent contenir du pus. Histologiquement, il existe une inflammation aiguë des bronches et les alvéoles contiennent un exudat inflammatoire aigu. C'est peut-être l'exudat séreux ou l'exudat avec un nombre neutrophile et fibrine. L'entreprise des pleurs est fréquente et il se développe une pleurésie. Et si l'infection est traitée, la guérison s'accompagne des plages focales de fibrose. Les complications sont la formation d'un abcès pulmonaire et une infection pleurale, c'est cette pleurésie, ou une septicémie. C'est tout, c'est les complications pour toutes les pneumonies. Et comme le résultat favorable, c'est cette cicatrisation de cette zone. Le pneumonie lobaire. Dans la pneumonie lobaire, les germes responsables se trouvent dans les alvéoles plutôt que dans les bronches. La dissémination rapide de l'infection à travers les espaces alvéolaires et les bronchioles provoque l'apparition d'un exudat inflammatoire intra-alvéolaire. Macroscopiquement, l'entièreté d'un lobe secondaire est plus aérée en couleur grise ou rouge principalement. Et cette pneumonie lobaire plus en caractère est rencontrée chez l'adulte. Et sur radiographie pour la détection, quand nous détectons les bronchopneumonies, nous pouvons trouver nombreux ou isolés feuillets de couleur plus blanche, c'est cette feuillet de la bronchopneumonie. Et pour la pneumonie lobaire ou la pneumonie cropeuse, c'est très grand, c'est tous les lobes. C'est peut-être un lobe isolé ou c'est peut-être la pneumonie totale. Par la classification clinique, il y a une très grande classification clinique, c'est peut-être une maladie esquisse dans une communauté, maladie esquisse à l'hôpital, ou ce sont les maladies, nous connaissons une maladie esquisse dans un environnement spécial, maladie développée chez un immunodéprimé et pneumonie par aspiration. La pneumonie communautaire est en général causée par une bactérie gram-positive.
le germe responsable n'est pas identifié dans environ 30% des pneumonies esquisses et communautaires, car le traitement aux antibiotiques est instauré avant la recherche du germe. Le germe le plus fréquemment rencontré est Streptococcus pneumoniae. Il est responsable de 30% des cas. La mortalité est d'environ 25% lorsqu'une bactérie est associée. Chez les enfants, les patients au-dessus de 60 ans et ceux atteints d'une maladie obstructive chronique devant RFR. L'infection hémophilie influenzae est la plus fréquente. La pneumonie atypique causée par Mycobacterium tuberculosis, par exemple, se rencontre dans la population socio-économiquement défavorisée privée des soins adéquats. Sa fréquence augmente dans le monde émergent. Les maladies esquisses, deuxième groupe de cette classification, les maladies esquisses à l'hôpital, les causes principales sont les bactéries gram-négatives. C'est peut-être par exemple l'exiclepsie, la Escherichia coli, Pseudomonas, Proteus, Serratia et tout. Ces bactéries gram-négatives sont responsables de 60% des cas. Les germes responsables de pneumonie communautaire pouvant moins fréquemment causer des affections nosocomiales. Par exemple, le pneumococcus est responsable de 5% des infections nosocomiales. Certaines constructions actuellement dans leur mur Legionella, qui est à l'origine des pneumonies nosocomiales. La pneumonie par aspiration est causée par des altérations inflammatoires et chimiques des poumons. C'est comme toutes les pneumonies, toutes les maladies inflammatoires pouvant provoquer le syndrome de détresse respiratoire aigu. Toutes les aspirations de corps étrangers ou de liquides dans les voies aériennes peuvent se produire par régurgitation au cours d'une période d'inconscience, mais se rencontre rarement chez des patients atteints de troubles de déglutition d'origine neuromusculaire. Par exemple, après un accident vasculaire cérébral ou une neuropathie motrice. Et l'acide gastrique, par exemple, peut causer une pneumonie chimique. Et comme j'ai dit, peut provoquer un syndrome de détresse respiratoire chez l'adulte. Et il y a 4 stades de le développement de la pneumonie lobaire. 4 stades principaux, c'est très caractère pour la pneumonie lobaire. Et premier stade s'appelle marée haute, très caractère pour les premiers jours. Et ce stade caractérisé de l'accumulation des liquides sérose intra-alvéolaire. Microscopiquement, c'est cette accumulation des liquides, c'est œdème intra-alvéolaire. Deuxième stade, c'est hépatisation rouge. Deuxième, troisième jour, hépatisation grise. Troisième stade est résorption. Sur microscopiquement, qu'est-ce que nous pouvons voir? Pour le deuxième stade, hépatisation rouge, ici vous voyez
le paroi alvéolaire très mince, oui, et nous pouvons détecter nombreux érythrocytes et nombreux neutrophiles intra-alvéolaires. Principalement, c'est l'infiltration et l'émigration des érythrocytes dans les alvéoles, dans la lumière des alvéoles et leur accumulation ici. Et macroscopiquement, les poumons seraient en couleur rouge parce qu'il y a cette accumulation des érythrocytes. Et macroscopiquement, les poumons fermés est très mauvaise et un deuxième stade d'hépatisation grise. Et pourquoi hépatisation? Parce que macroscopiquement, les poumons auraient une consistance comme le foie. Hépatisation grise, c'est stade caractérisé de l'accumulation principalement de nouveaux neutrophiles intra-alvéolaires et plus ici aurait accumulation des fibrines. Et sur cette micropréparation, vous pouvez voir migration de cette liquide inflammatoire dans les pores alvéolaires et c'est généralisation de ce processus dans tous les alvéoles. Et dernier stade, c'est le stade de la résorption avec le sclérose. C'est comme le résultat favorable. Le stade de la résorption ici c'est tout le sclérose, nombreux foyers de la sclérose. Quelles complications de la pneumonie? Principalement, c'est pour les pneumonies bactériennes. Et ici, les complications plus fréquentes, c'est la formation d'abcès pulmonaires bactériennes. Et cet abcès se présente comme une cavité de 1 à 3 cm de diamètre et contenant du pus est entouré par de la fibrose si cet abcès est chronique, parce que la différence de l'abcès aigu et l'abcès chronique, c'est la paroi de cet abcès de capsule et la paroi d'abcès aigu se présente de la parenchyme d'Urcan et la paroi d'abcès chronique se présente de la capsule fibreuse, de la croissance de la tissu fibreuse au périphérie de cet abcès. Et les complications dues à un abcès pulmonaire sont la rupture de l'abcès dans le pleuve que provoquant un LPM, l'inflammation aiguë du purulent. Et puis après l'LPM, c'est un pneumothorax, une hémorragie par érosion d'une paroi vasculaire et une bactériémie qu'elle pouvait provoquer un abcès cérébral, Et la pneumonie virale, il y a nombreux différentes causes, nombreux différents lésions infectieuses et peut-être différents virus grippales et virus respiratoires syncytiales, métapneumovirus humain, adénovirus, rhinovirus, virus de l'air alvéole et varicelle. Et que la différence
quelle est la différence de la pneumonie bactérienne et virale? C'est la localisation et la morphologie de la processus inflammatoire. Pour la pneumonie virale, très caractère, c'est l'infiltration des lymphocytes et que l'inflammation, cette infiltration de ces lymphocytes se trouve intra-alvéolaire dans les parois alvéolaires. Il n'y a pas de quelqu'un accumulation des neutrophile et érythrocytes intra-alvéolaires comme dans une pneumonie bactérienne. Par les maladies pulmonaires diffuses chroniques, il y a deux grands groupes, c'est les maladies obstructives et restrictives. Ce sont les maladies chroniques. Les maladies obstructives, c'est une augmentation de la résistance au passage de l'air en raison d'une obstruction partielle ou complexe des voies respiratoires. Et par exemple, c'est l'asthme, bronchite chronique, emphysème, bronchiectasie. Et les maladies restrictives, c'est une diminution du volume du parenchyme pulmonaire et de la capacité vitale des poumons. Et c'est toutes les maladies qui provoquent les fibroses de l'appareil alvéolaire que provoquait l'insuffisance respiratoire. La bronchopneumopathie chronique obstructive est un terme utilisé pour décrire toutes les affections caractérisées par un trouble ventilatoire obstructif au niveau des poumons. La réduction du passage de l'air est due à deux causes principales. C'est une résistance accrue au passage de l'air, c'est une obstruction des voies respiratoires dans les différents niveaux. Ou deuxième cause, c'est une pression réduite de l'air expiré, c'est cette diminution de l'élasticité pulmonaire. Les affections les plus fréquentes restent sous le terme de bronchopneumopathie chronique obstructive sont, comme je vous dis, c'est l'asthme, bronchite chronique, l'emphysème, qu'elle est caractérisée de la perte de l'élasticité pulmonaire. Et c'est la destruction des parois alvéolaires. Et l'asthme, par exemple, c'est le rétrécissement des voies aérifères. J'espère que c'est bon. Et le premier exemple, c'est l'asthme bronchique. L'asthme est caractérisé par une obstruction réversible des petits bronches. L'asthme causé fréquemment de la dyspnée paroxytique de la toux et d'une respiration sifflante. Il est caractérisé par une obstruction des petits bronches due à des spasmes bronchiques et des bouchons muceux. La sévérité de l'obstruction fluctue et elle peut être corrigée par les bronchodilatateurs. C'est une affection fréquente qui touche 10% des enfants et 5% des adultes. Il semble établi que l'incidence de l'asthme augmente avec la sévérité de la pollution atmosphérique. Et il y a différents facteurs déclenchants. C'est peut-être l'allergie, par exemple, aux poussières des maisons, l'infection virale,
certains médicaments, les gaz irritants, le stress physiologique, les peurs ou l'air froid. Plusieurs facteurs peuvent intervenir pour déclencher une crise d'asthme. Et il y a nombreuses lésions. C'est les lésions complexes de la paroi bronchique. Et si c'est tout est une bronchospasme due à la contraction du système musculaire lisse. C'est une hypersécrétion muqueuse entraînant la formation d'un bouchon muqueux, un œdème de la muqueuse qui provoque un rétrécissement de la lumière bronchique. C'est l'extraposition de plasma à partir des vaisseaux dans le sous muqueuse, et comme cette réaction inflammatoire, cette réaction est allergique, et l'infiltration de la muqueuse bronchique par des éosinophiles, mastocytes, des cellules lymphoïdes, les macrophages. Tout se trouve dans le paroi bronchique. Et peut-être c'est les nécroses épithéliales de la bronche, c'est les dépôts de collagène sur l'épithélium bronchique. C'est quand si c'est cette cause de longue durée. Et les que très caractère pour l'asthme, c'est l'expectoration contenant des cristaux de charcot. L'œdème, c'est dérivé des granules éosinophiles et des spirales de bourrement, ces bouchons muqueux des bronchioles. Macroscopiquement, les poumons sont très agrandis. Sur l'autopsie, nous ne pouvons pas détecter le péricarde, le cœur ici, parce que les poumons sont agrandis. Les causes de cette augmentation en volume, c'est cette obstruction de la voie respiratoire et de la destruction peut-être de les parois alvéolaires à formation de l'emphysème. C'est cette accumulation de l'air dans les parenchymes du poumon. Et les voies respiratoires, c'est l'arbre bronchique très déformé. Sur la micropréparation, c'est l'arbre bronchique. Sur la coupe, si c'est le cartilage, c'est cette paroi avec une grande et très variété inflammation des lymphocytes, mastocytes, éosinophiles, les vaisseaux, c'est la dilatation vasculaire de l'appareil des vaisseaux. Ici, nous pouvons voir l'épithélium normal, une petite zone de l'épithélium normal de la bronche et la nécrose de l'épithélium. Ici, il n'y a pas de cet épithélium respiratoire. Et dans la lumière, c'est cette accumulation des muqueuses avec une obturation de la lumière bronchiale. C'est
Et dans le mucus, dans la préparation du mucus, ici nous pouvons voyons les cristaux de charcot, c'est le résultat de la dégranulation d'éosinophiles. C'est le granule. La bronchite chronique. La bronchite chronique, c'est la maladie chronique qu'elle est caractérisée de la lésion chronique de les voies aériennes principales. La bronchite chronique est un désordre fonctionnel défini cliniquement. Il s'agit d'un tout avec expectoration apparaissant presque tous les jours pendant une période de 3 mois et ce pendant au moins 2 ans. L'obstruction des voies aériennes réduit à une diminution de leur calibre et à la présence des bouchons des muqueuses. Elle conduit à une hypoventilation alvéolaire, une hypoxémie et une hypercapnie. C'est cette insuffisance respiratoire type 2. Les individus souffrant de bronchite chronique et d'insuffisance respiratoire type 2 sont cyanosés, mais ne présentent pas en général de dyspnée. La vasoconstriction hypoxique peut causer une hypertension pulmonaire secondaire avec le temps une insuffisance cardiaque droite. C'est une hypertrophie de la partie du cœur droit et ces processus s'appellent cœur pulmonaire. Quelle est la morphologie de la bronchite chronique? Il y a un critère diagnostique, le critère principal, c'est l'hyperplasie de les glandes qui sécrètent du mucus. C'est une glande avec une hyperplasie, c'est peut-être l'inflammation de la paroi, des bronches, qui sont présentes principalement de nombreux lymphocytes, macrophages et parfois neutrophils. S'il y a une infection dans cette bronche, comme les processus très dangereux, c'est peut-être la métaplasie de l'épithélium respiratoire. Normalement, dans les voies respiratoires se trouve l'épithélium prismatique, vileux, c'est l'épithélium respiratoire. Et la métaplasie serait à l'épithélium squameux. Et cette métaplasie peut transformer en dysplasie et répondre au cancer pulmonaire, cancer de la paroi des bronches. L'emphysème. L'emphysème, c'est aussi une maladie obstructive chronique est caractérisée par la dilatation des bronchioles et de la destruction des parois alvéolaires sans laisser de cicatrices. Normalement, ici, c'est la structure normale. Dans le niveau distal, c'est le bronchiole terminal, bronchiole qui se divise en bronchiole respiratoire, et puis sur le canal alvéolaire, sac alvéolaire et petit alvéole. C'est très important pour la différenciation
de l'emphysème, de la différence de l'emphysème. Comme on peut voir, il y a 4 types de l'emphysème. Et l'emphysème peut être défini comme une dilatation permanente des alvéoles pulmonaires, partie distale du parenchyme succédant aux bronchioles, avec destruction tissu-laire et absence de cicatrisation. Le poumon perd son élasticité par destruction du tissu respiratoire, réduction des surfaces d'échange gazeux. Les individus souffrant d'un emphysème sévère ont une consommation d'oxygène réduite, même si la ventilation est augmentée. Malgré un rythme respiratoire accru pour maintenir une concentration suffisante d'oxygène dans le sang, le patient est dyspneique au moindre exercice et devient hypoxique. C'est l'insuffisance respiratoire type 1. Dans l'emphysème pur, la cyanose, l'hypercapnie et le col pulmonaire apparaissant tardivement après une diminution progressive de la fonction respiratoire. La pathogénèse de l'emphysème s'explique par une destruction du parenchyme par des protéases extracellulaires. Les inhibiteurs normaux des protéases sont inactivés ou sont absents et n'agissant donc pas comme mécanisme protecteur. Il existe deux formes d'emphysème généralisée définies suivant la localisation des lésions pulmonaires. Macroscopiquement, les poumons sont volumineux. Les trachées des sécrétions mettant en évidence des alvéoles dilatées. Et de grande taille. Les deux formes vont coexister dans le même poumon. Ces deux formes, c'est l'emphysème centro-acinaire ou l'emphysème centro-lobulaire. La forme la plus commune est associée à l'usage de la cigarette, à la bronchite chronique, étant l'inflammation des voies aériennes dilatées distales. Il est probable que la bronchiolite chronique observée chez les fumeurs de cigarettes progresse vers cette forme d'emphysème. Les lobes supérieurs sont le plus souvent interpris. Il est probable que la pathogénèse de ce type d'emphysème est à mettre en relation avec la sécrétion de protéases extracellulaires par les cellules inflammatoires locales. La fumée de cigarette peut aussi inhiber l'effet de l'antitrypsin alpha-1, inhibitrice de la protéase, favorisant davantage la destruction cellulaire. Et l'emphysème panacinaire entreprend de l'acinose et est associé au tabagisme. Comme pour l'emphysème centro-acinaire, la pathogénèse est à mettre en relation à une activité excessive des protéases extracellulaires par les cellules inflammatoires. Les individus qui souffrent d'une
déficience congénitale en alpha-1 antitrypsine, développant cet emphysème dans le jeune âge. C'est très important pour la détection, pour la différenciation. Et le terme emphysème est aussi utilisé pour décrire une autre forme de dilatation des canaux et sacs alvéolaires. Il y a différents types, par exemple l'emphysème localisé ou emphysème paracicatriciel et probablement dû à une infection et s'accompagne l'altération inflammatoire de fibrose. Les lésions sont localisées et ont peu de signification clinique. L'emphysème cicatriciel montre des signes dilatés autour de lésions cicatricielles de causes variées. L'emphysème focal développé autour des macrophages chargés, des poussières de charbon provoquées de troubles fonctionnels. Macroscopiquement, il y a vu comme sur cette micro-préparation sur la coupe de cette poumon, vous voyez nombreux foyers de couleur noire et c'est cette accumulation du charbon, de poussière. Et microscopiquement, dans cette zone, nous pouvons voyons nombreux macrophages avec une cette accumulation de poussière. Et il y a l'emphysème compensatoire et une dilatation des actinies autour des plages pulmonaires collabées où s'observe après une résection chirurgicale. Et microscopiquement, sur la micropréparation, c'est cette destruction de la paroi alvéolaire avec formation de la cavité. Les bronchiectasies, très dangereuse maladie. Et les bronchiectasies, ce sont dilatations bronchiques susceptibles de s'infecter. Ce qui est très important. Et les patients porteurs de ces lésions présentant un taux récurrent d'hémoptysie et des explorations copiceuses et infectées. Les bronchiectasies s'infectent périodiquement et on retrouve une flore bactérienne mixte contenant des anaérobies. Tous les bronches peuvent être atteints, mais les lésions se trouvent plus fréquemment au niveau des bases pulmonaires. Les voies aérifères montrent des dilatations qui atteignent 5 à 6 fois le diamètre normal et elles contiennent des sécrétions purulentes. Et l'histologie. Quelle est la pathogénèse des bronchiectasies? Il y a deux conditions favorisant le développement des bronchiectasies. C'est un obstacle au drainage des sécrétions bronchiques. C'est cette obstruction des voies aérifères par un tumeur ou un corps étranger. Et c'est viscosité anormale de muqueuse bronchique, par exemple dans les mucoviscidoses. Et c'est peut-être le syndrome du cil immobile
dans lequel les anomalies ciliaires facilitant la stase de sécrétion muqueuse. Et deuxième condition, c'est une infection persistante ou récurrente qui provoquait des altérations des parois bronchiques favorisées par la rétention des sécrétions et des immunodépressifs, notamment dans l'hypogammaglobulinémie. Chez l'adulte, dans beaucoup de cas, la cause du développement des bronchiectasie n'est pas trouvée. Et ce processus s'appelle bronchiectasie idiopathique. Histologiquement, l'histologie montre une inflammation chronique des parois bronchiques. L'épithélium est remplacé par un tissu de granulation inflammatoire, souvent hémorragique, responsable d'hémorrhagie. On observe des lésions de métaplasie malpighienne dans les régions moins anciennes. L'infection finit par se propager au parenchyme pulmonaire voisin. Des lésions cicatricielles fibreuses et obstructives pouvant provoquer une insuffisance respiratoire. Et la pathogénèse, nous allons discuter de la pathogénèse. Et macroscopiquement, les poumons sont déformés sur le groupe, il y a les branches sont dilatées avec formation de grandes cavités avec accumulation de pus. C'est tout, ce sont les pus. Et les maladies restrictives. Et les pneumopathies restrictives réduisant la capacité fonctionnelle pulmonaire par déficience de l'expansion des poumons. Elles sont dues à des anomalies des alvéoles, c'est l'œdème et la fibrose leur font perdre leur souplesse. L'insuffisance pulmonaire est difficile et provoque de la dyspnée. La fibrose et l'œdème alvéolaire empêchant la diffusion gazeuse et il s'installe de l'hypoxie. Les pneumopathies restrictives sont caractérisées par des lésions des parois alvéolaires. Toutes les maladies restrictives. Ces lésions provoquent trois types de réactions au niveau des poumons. C'est la présence d'hémorragie et d'un exudat riche en protéines dans les alvéoles. Ensuite, formation de membrane hyaline. Un œdème est une inflammation de l'interstitium septum alvéolaire dans le septum et une fibrose de l'interstitium. Deux formes cliniques de la maladie existantes selon l'évolution de lésions alvéolaires. C'est la pneumopathie restrictive aiguë se caractérise par la présence d'un exudat et d'œdème, et la pneumopathie restrictive chronique se caractérise par de l'inflammation et de la fibrose. Qu'est-ce qui est très important à connaître? C'est le syndrome de détresse respiratoire aiguë, le dommage alvéolaire diffuse, provoqué par des lésions alvéolaires diffuses, conduit à des altérations métaboliques systémiques. Différentes conditions, notamment un état septique généralisé ou un traumatisme
provoquant l'apparition de ces syndromes. La libération de médicaments chimiques de l'inflammation, comme les cytokines, interviennent dans l'évolution de la maladie. Bon. Quelles les causes? Les causes peuvent être très différentes. C'est peut-être choc, septicémie, traumatisme, radiation, pneumonie, différents agents infectieux, bactériens et virales, tout que peuvent provoquer le dommage de l'épithélium alvéolaire et de l'endothélium. Différentes causes peuvent être. Et quelle est la physiopathologie du syndrome de détresse? Premièrement, c'est quelqu'un facteur pathologique au début, c'est les altérations d'alvéoles. Premier stade, c'est stade exudatif aigu avec destruction des cellules du revêtement alvéolaire. Et cette phase aiguë exudative caractérisée de la nécrose de l'épithélium alvéolaire, une exudation de la fibrine et la présence de liquide dans les sacs alvéolaires avec formation de membranes hyaline. Ici, c'est cette masse homogène, c'est cette hyaline, c'est les protéines fibrillères. Les liquides qu'ils ont accumulés dans le lumière alvéolaire est riche en cette protéine fibrillaire. Et puis, c'est cette formation de la membrane hyaline. Qu'est-ce que très caractère? C'est les microthromboses dans le capillaire alvéolaire, l'adhésion et l'activation des neutrophils. C'est cette inflammation de la paroi alvéolaire, des neutrophils, des neutrophils, et c'est peut-être hémorragie intra-alvéolaire. Et deuxième stade, c'est la phase d'organisation. Quelle est la différence de le stade aigu et le deuxième stade d'organisation? Cette stade aigu, c'est cette phase aiguë, c'est cet œdème intra-alvéolaire, formation de membrane hyaline, c'est infiltration de la paroi alvéolaire, avec membrane neutrophile lymphocyte, c'est microthrombose. Et les stades d'organisation, c'est stade pour les phases aiguës, c'est la nécrose d'épithélium alvéolaire. Et pour le deuxième stade, le stade d'organisation, c'est la croissance du tissu fibrose dans les parois alvéolaires. C'est comme les lésions chroniques alvéolaires et c'est l'hyperplasie de pneumocyte type 2. Maladie et ce syndrome de détresse respiratoire en forme chronique vont provoquer le maladie chronique réstrictive. Ces processus provoquer insuffisance respiratoire chronique. Et toutes les pneumopathies interstitielles chroniques sont caractérisées par l'inflammation et la fibrose des parois alvéolaires.
Un groupe d'affections variées se caractérise par une atteinte des parois alvéolaires par un processus inflammatoire identique, l'hémopathie interstitielle chronique, évoluant vers une fibrose diffuse et progressive de l'interstitium pulmonaire. Elles sont appelées maladies interstitielles du poumon, les lésions anatomopathologiques intéressant le tissu interstitiel pulmonaire et non les alvéoles. Ces lésions sont provoquées par des causes multiples telles que des facteurs extrinsèquement inhalés, poussière industrielle ou non inhalée. Ce sont les médicaments, la radiation et certaines maladies comme la sclérodermie et la polyarthrite rhumatoïde. Beaucoup de ces maladies provoquent des lésions fibreuses interstitielles, mais également peuvent être responsables de lésions alvéolaires exudatives aiguës avec le syndrome de distress respiratoire aigu. Que très important. La phase terminale de la fibrose interstitielle chronique est appelée poumon en nid d'abeille. L'évolution à long terme d'une fibrose interstitielle quand soit la cause est la transformation du parenchyme pulmonaire et formation kystique multiple, séparés par des travées fibreux riches en collagène. Et sur la courbe de ce poumon, si vous pouvez voir, c'est nombreux kystes. Ces poumons comme une nid d'abeille et microscopiquement très grande paroi alvéolaire avec une fibreuse, l'inflammation chronique et ici c'est l'accumulation des liquides intra-alvéolaires, c'est cet œdème intra-alvéolaire. Le poumon en nid d'abeille conduit à une insuffisance respiratoire chronique par diminution des capacités fonctionnelles de ventilation et de diffusion alvéolo-capillaire. La fibrose des parois alvéolaires réduit la trempe capillaire et entraîne une hypertrophie du cœur droit et une hypertension pulmonaire. Ce sont les complications. Cette formation, c'est développement du cœur pulmonaire, c'est le résultat de toutes les maladies chroniques pulmonaires obstructives et peut-être restrictives. Il y a cette grande groupe des maladies restrictives du poumon. Cette groupe s'appelle pneumoconiose. Et la pneumoconiose est provoquée par l'inhalation de poussières chroniques ou le plus souvent des particules minérales. Les lésions pulmonaires sont la conséquence d'altérations des mécanismes de défense pulmonaire. Les particules inhalées sont éliminées par la toux ou phagocytes dans les macrophages. Si la poussière est toxique pour les macrophages, il se développe une inflammation locale avec sécrétion de cytokines et organisation fibreuse. Ces derniers provoquent les troubles de la fonction respiratoire. Les poussières industrielles le plus souvent rencontrées sont les silicates,
souvent mélangées à d'autres particules comme l'oxyde de fer ou le charbon. Il existe deux types d'anthracose. L'un sévère, l'autre légère. Le risque de développer une anthracose, c'est ici, c'est cette inhalation du charbon. Il existe deux types de pathologies. C'est l'anthracose simple des mineurs est caractérisée par la présence de petits nodules de 2 à 5 mm de diamètre, comme ici, visible à la radiographie. Ces lésions ne s'accompagnent par des signes cliniques remarquables et n'interfréquents pas avec la fonction respiratoire. Et deuxième forme de l'anthracose, c'est la fibrose progressive et massive, qu'elle est caractérisée par des nodules mesurant plus de 10 mm de diamètre. La maladie évolue progressivement, parfois longtemps après l'exposition au charbon. Il existe une insuffisance respiratoire sévère avec des images obstructives et une diminution de l'élasticité pulmonaire. Et la silicose. La silicose est provoquée par l'inhalation de particules cristallines de silice. La silicose est provoquée par l'inhalation de dioxyde de silicium, ou ça s'appelle quartz. Le risque professionnel est lié à certaines industries comme les mines de schiste, les carrières de pierre, les fonderies de métal et la fabrication du verre et les mines de charbon riches en roches granitiques. La radiographie pulmonaire met en évidence de petits nodules de 3 à 5 mm de diamètre. Il existe des calcifications des ganglions hilaires. La maladie peut progresser même après l'arrêt de l'exposition aux poussières. Une contamination massive produit une silicose aiguë avec œdème pulmonaire et exudation alvéolaire. L'exposition prolongée conduit à la formation de multiples nodules pulmonaires fibreux constitués de collagène. Ceux-ci s'attendant progressivement et provoquant la destruction attendue du parenchyme pulmonaire. Une fibrose progressive massive peut aussi se développer. Histologiquement, les particules de silice sont identifiées en lumière polarisée. Et le développement d'une tuberculose est une complication fréquente de la silicose. Ça s'appelle silicotuberculose. L'accumulation de silice dans les macrophages perturbe les mécanismes de défense locale et favorise le développement de la tuberculose. La pathogénèse s'explique par l'effet toxique de la silice sur les macrophages, stimulant la production de cytokines et induisant la fibrogénèse. Et l'asbestose. L'asbeste est responsable de plusieurs affections du poumon et de la plèvre. C'est cette accumulation de l'asbeste. Les patients ayant des maladies à mettre en relation avec l'asbeste ont
en général plus de 40 ans. Et il y a quelques lésions produites par l'espèce sombres, c'est les plaques pleurales. Il s'agit de plaques fibreuses riches en collagène à la surface du pleur. Les épanchements pleuraux avec apaissement pleural, l'asbestose, la mésothéliome et le carcinome du poumon. L'exposition à l'asbeste a lieu dans les mines, dans les usines de fabrication de matériaux, dans l'industrie du bâtiment et dans les usines utilisant des fibres d'amiante comme isolant. Il existe deux pures d'amiante, c'est les serpentines et les amphiboles. Et l'asbestose provoque de la fibrose pulmonaire et les fibres sont visibles dans les poumons. L'asbestose provoque donc exposition en général de plus de 25 ans avant que les signes cliniques ne deviennent évidents. Le diagnostic se base sur la notion d'une exposition à l'espèce sur l'aspect des radiographies pulmonaires ordinaires au niveau des bases et des tests pulmonaires fonctionnels perturbés. Et la progression de l'asbestose se manifeste par une aggravation des signes cliniques en relation avec le développement de la fibrose pulmonaire, une hypertension pulmonaire et une colle pulmonaire apparaissant dans le stade tardif. D'autres caractères morphologiques se découvrent par asbestotique, qu'ils sont représentés par des fibres longues et fines recouvertes d'hémosidérine et de protéines. Ils ont l'aspect de baguettes de tambour de couleur brune. Et les tumeurs. Non, l'anthracose, c'est le micro-préparation de cette anthracose. Vous pouvez voir cette accumulation de liquide intra-alvéolaire qui est très importante, c'est le fibrose de la paroi alvéolaire et l'accumulation du charbon ici, c'est tout, les couleurs noires, ce sont les charbons qui se trouvent intra-alvéolaires. Et c'est les exemples quand il y a anthracose et silicose. Ça s'appelle anthracose-silicose. Quand il y a formation de cette nodule silicotique avec une accumulation de la poussière asbestouse. Les tumeurs pulmonaires, les cancers pulmonaires. Il y a quatre types principaux, c'est l'adénocarcinome. L'adénocarcinome, c'est le carcinome central ou le carcinome épidermoïde. C'est la forme plus fréquente, le cancer de les petites cellules et de les grandes cellules, des cellules géantes. C'est la différenciation, c'est et les images morphologiques, les causes qui peuvent provoquer ce cancer et différents facteurs. Et il y a première point, c'est l'adénocarcinome. L'adénocarcinome pulmonaire,
se développe en général à la périphérie du poumon, se rencontre dans les deux sexes avec une égale fréquence. Il n'est pas relié à l'usage de la cigarette comme les autres types de tumeurs. Le plus souvent, elle naît à la périphérie du poumon, mais peut se voir parfois plus centralement dans une bronche principale. Un certain nombre d'adénocarcinomes naissent au niveau d'une cicatrice pulmonaire. C'est carcinome sur cicatrice. Il existe quatre types histologiques principaux. C'est le type acinaire, constitué de structures glandulaires, le type papillaire, constitué de papilles disposées sur des axes conjonctifs, le type solide mucipère et le type bronchiolo-alvéolaire. Ces tumeurs périphériques, cet adénocarcinome montre rarement des signes d'obstruction. Parfois, de petite taille, les tumeurs donnent des métastases nécroses généralisées. Le carcinome squameux. Le carcinome squameux est pour tous les tumeurs, pour tous les cancers pulmonaires. Il y a quatre types, quatre voies métastatiques. C'est la dissémination locale, c'est quand le carcinome prenant son origine dans une bronche et envahit localement le tissu pulmonaire en fragilisant les parois bronchiques. Dissémination lymphatique, c'est dommage de les ganglions lymphatiques péribronchiques et hilaires, au moins et contralatéraux. Et la compression des tissus voisins peut donner des signes cliniques. Et il y a la dissémination transcolémique, quand les cellules tumorales vont envahir la plèvre et causer un épanchement pleural. Et le dernier type, c'est dissémination hématogène. Très classique, c'est quand les métastases parfois sanguines se retrouvent dans le cerveau, les os, le foie et le surrénal. Et les métastases osseuses se voient dans les côtes, les vertèbres, les humérus et le fémur. Ils provoquent de douleurs osseuses ou des fractures pathologiques. Et le carcinome épidermoïde ou le carcinome squameux, c'est la forme la plus fréquente de cancer bronchique. Le carcinome épidermoïde prendrait son origine dans une épithélium malpighienne métaplasique. Les feuillets métaplasiques se développant au niveau des tranches et trouvant leur origine dans l'exposition à certains agents comme la fumée de cigarette. La localisation principale, c'est les bronches principales. Et les images microscopiques, c'est comme tous les tumeurs, tous les carcinomes de l'épithélium squameux avec une formation de feuillets de l'épithélium squameux, de l'épithélium malpighienne, qui est riche en kératine avec formation de paires repères. Le carcinome à petites cellules est la forme la plus maligne. Ces tumeurs, cet carcinome aussi appelé carcinome en graines d'avoine.
est la forme la plus maligne de carcinome pulmonaire. Ces tumeurs prennent naissance au niveau de l'épithélium bronchique et révélant une différenciation neuroendocrine. Les cellules contiennent des granules de neurosécrétion. Cet carcinome naissant de façon très prépondérante dans la région iliaire est-il une croissance rapide, souvent des métastases existant au moment du diagnostic. Le type neuroendocrine est associé à la sécrétion d'hormones diverses. Et les tumeurs, le carcinome à grande cellule est insuffisant différencié pour permettre de d'étaler ce groupe hétérogène de tumeurs avec plus de précision au microscope optique. Au microscope électronique, une composante épidermoïde ou adénocarcinomateuse peut être mise en évidence. Et ces tumeurs se composent principalement de nombreuses cellules jaunes, polymorphes, qui peuvent être les granuleux, quelques granuleux, très malignes et très dangereuses tumeurs. Ces tumeurs ont un mauvais pronostic et sont souvent disséminées au moment du diagnostic. Et c'est tout pour aujourd'hui, pour cette conférence. Si vous avez des questions, vous pouvez le écrire sur le chat. Merci beaucoup. Bon courage. Au revoir.